Bonjour Jean-Pierre. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez la première génération d'enfants de bannières algériens qui sont là, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, moi, je suis né le 31 octobre 1938 à Bourail. Oui, Bourail, c'était la commune d'accueil du pénitencier et plus particulièrement de beaucoup de pères algériens et grands-pères algériens. ouais, Et moi, je suis la première génération de par mon père. ouais, Mon père a été déporté en 1897 en Nouvelle-Calédonie ouais. d'Algérie. Ouais. Et donc moi je suis né dans la première génération née dans le pays. Aujourd'hui nous sommes très peu, de descendants algériens, moins de 10 sur la première génération de mes parents nés. Et mon origine aussi, il y a des grands-pères maternels, le père de ma mère, qui lui a été déporté en 1867, c'est-à-dire 30 ans avant l'arrivée de mon père ici. Alors, pourquoi on a fait venir des Algériens ici en Nouvelle-Calédonie? Parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas vraiment l'histoire de ces bannières. On ne comprend pas. Il faut raconter, si ça ne vous dérange pas, l'origine de tout ça. Eh ben, l'origine de tout ça, l'Algérie étant une colonie française de peuplement de 1843 et la Nouvelle-Calédonie a été aussi une colonie de peuplement française. Et là, à partir de 1850, c'est-à-dire 10 ans plus tard. Donc il fallait peupler la Nouvelle-Calédonie. Pour peupler la Nouvelle-Calédonie, eh bien, l'État français n'a pas cru mieux que, comme elle n'avait pas de colons libres, de trouver une colonisation pénale, de mettre une colonisation pénale en place. Et comme les Algériens étaient des indigènes à l'époque, les condamnés et les envoyés en Nouvelle-Calédonie à l'exil. Je précise bien de l'exil parce qu'ils n'avaient pas autorisation à retourner en Algérie. Et ces indigènes algériens, donc ils ont peuplé la Nouvelle-Calédonie. Le premier Algérien transporté en Nouvelle-Calédonie condamné d'Algérie est arrivé en 1864. S'en est suivi jusqu'en 1867 environ 150 condamnés algériens qui ont débarqué sur le sol calédonien. Mais comment on les choisissait en Algérie? C'était quoi les Eh critères? bien, ça partait d'un vol d'un cheval, ça partait d'une agression, ça partait d'un assassinat, ça partait Oui, voilà, de différentes de l'arson. condamnations. Et les condamnations supérieures à 8 ans, elles étaient envoyées en Nouvelle-Calédonie avec... il n'y avait pas de billet de retour. Mais il faut signaler aussi que les premiers transportés algériens en Nouvelle-Calédonie 1864 à 1867, eux sont venus sur des bateaux à voile. C'est-à-dire que 5 mois de voyage, soit de Toulon, soit de Keller, des ports français, et c'est 5 mois de voyage. Après, l'évolution se faisant, la modernisation des transports se faisant, c'était des bateaux à vapeur, et c'est entre 2 mois et demi et 3 mois. Et tout ça, dans des cages d'1,50 m d'auteur, 1 mètre au carré, 1,50 m d'auteur. Donc, Dans des cages? ouais, ben, dans des cages, j'ai été condamné, oui, et je dirais, dans les cales de bateaux. C'est comme ça que j'ai été transporté. Et ces histoires sont mal connues, peu connues, parce que c'est l'histoire d'une colonisation qui a été cachée par le colonisateur et qui, par honte, a été cachée aussi, certainement par nos parents, nos grands-parents qui en ont peu parlé ou pas parlé. Et il y a combien d'Algériens qui sont partis comme ça en exil? Il y en a eu, arrivé en Nouvelle-Calédonie, c'est 2106. Le départ, on n'a pas le nombre de départs, mais quand vous faites 5 mois de voyage à voile, vous avez des morts. Et en plus sur ces bateaux-là, comme sur les bateaux à vapeur, la nourriture a été à base de porc, à base de féculents. On salé, lard salé, les Algériens qui, c'était des musulmans, je dirais, à cette époque, certainement, la totalité des Algériens étaient musulmans. Donc, moi, j'ai pas de porc, j'ai pas d'alcool. Donc, imaginez-vous,
imaginer, mais il y a quelques photos quand même qui démontrent que lorsqu'ils débarquaient à Nouméa, donc la capitale, eh bien, ils étaient souvent en très mauvais état. Mais est-ce qu'ils savaient où ils débarquaient? On leur avait expliqué au moins un petit Calédoune. Calédoune, non, ils étaient à l'exil, ils partaient à l'exil, et d'ailleurs, en Algérie, il y a eu beaucoup, souvent, les Algériens qui ont confondu la Nouvelle-Calédonie et la Guyane. On a eu, il y a quelques années, il y a une vingtaine d'années, on avait souvent des demandes d'Algériens qui demandaient un ancêtre qui avait été transporté en Guyane. Ben, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie, c'est vraiment à l'opposé, donc pour vous dire qu'ils étaient mal informés. Mais est-ce qu'il y a eu des Algériens en Guyane? Et bien parce qu'il y a eu aussi, en Guyane, il y a eu donc des Algériens qui ont été condamnés et envoyés en Guyane. D'accord, mais on sait combien il y en a eu par rapport à la Nouvelle-Calédonie? Bon ben, la Guyane n'est pas dans le même classement. Ouais. Puis c'est Guyane, Nouvelle-Calédonie, c'est certainement une bonne vingtaine, 20-25 ans Ouais, mais aujourd'hui. Mais on connaît pas trop l'histoire des Algériens de Guyane. Moi, je la connais pas en tout cas. Les Algériens de Nouvelle-Calédonie. De Guyane. De Guyane, eh ben, ce que je sais, c'est qu'il y avait un travail de fait, de recherche ces dernières années. Et normalement, je pense que ça devrait sortir certainement incessamment le travail justement de recherche qui a été fait en Guyane. Mais en Guyane, il n'y a pas eu le même problème qu'en Nouvelle-Calédonie. Parce que la grande majorité des Algériens condamnés en Guyane sont rentrés ensuite En Algérie. ce qui n'est pas le cas en Nouvelle-Calédonie. Mais il y a des descendants d'Algériens D'accord. en Guyane. Mais pourquoi ils n'ont pas pu rentrer, les Algériens? Eh bien, Alors parce que ceux de Guyane, ils ont pu rentrer. Parce que il fallait faire, la Calédonie étant une colonie de peuplement, il fallait peupler la Nouvelle-Calédonie, elle était peuplée par des Algériens, elle était peuplée par des Français condamnés, elle a été peuplée aussi par quelques Indochinois, puisque l'Indochine à cette époque était une colonie française, et puis elle a été peuplée par une main-d'œuvre qu'on appelle la main-d'œuvre contractuelle, qui est venue ici sous contrat, certes indonésienne, vietnamienne, mais qui était plutôt une main-d'œuvre d'un style d'esclavage. D'accord. Et alors les Algériens, j'ai entendu aussi, je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'il y avait des gens qui étaient de la Smala d'Abdelkader, qui avaient été à un moment aux îles de Lérins, que j'ai visité, et on les aurait envoyés ici. Oui, on les a envoyés ici. On m'a dit c'est un historien. Voilà, en 1871, simplement qu'eux n'ont pas eu le même régime carcéral. Eux, ils ont été mis sur l'île des Pins. Sur l'île des Pins, l'île des Pins a été partagée et il a été attribué à ces 100 et quelques révoltés de 1870 en Algérie. C'était pas l'armée d'Abdelkader, c'était l'armée d'El-Mokrani. El-Mokrani, d'accord. Il ne faut pas confondre. D'accord. Abdelkader, c'était dans les années 1850. Oui. Voilà. Donc, voilà. Alors, ils ont été envoyés à l'île des Pins, mais eux n'avaient pas le même régime carcéral. Ils étaient libres sur une île qui ne pouvaient pas s'évader parce qu'il y a un requin autour. C'est l'île des Pins. Et il leur avait été attribué ce qu'on appelait la 5e commune, c'est-à-dire un terrain où ils ont cultivé. Ils ont produit, ils avaient un élevage de chèvres, ils ont produit de l'agriculture, des agrumes, des agrumes, et ils avaient la possibilité de vendre un fromage de chèvre, la possibilité de. Donc ils étaient libres, et en plus ils étaient plus que libres puisqu'ils pouvaient s'habiller en pied là-bas avec la chaise. D'accord, donc finalement ils étaient mieux traités, vous voulez dire? Ah ben ils étaient mieux traités parce que c'était pas le même régime carcéral. D'accord. Oui, parce que sur les îles de Lérins, il y avait effectivement des gens de la Smala d'Abdelkader, mais je pense qu'il y avait d'autres révoltés, il n'y avait pas que eux, donc certainement, comme vous dites, Al-Mokrani, c'est ça? C'était la Smala d'Al-Mokrani, ceux qui sont arrivés. Oui, c'était la révolte d'Al-Mokrani, donc 1870. D'accord, c'est intéressant de bien comprendre. Non, un frère du Bachaga, Al-Mokrani, qui a été tué. Donc son frère qui est venu ici. Alors, donc vous, votre histoire, vos parents, d'où
D'où ils viennent en Algérie? Moi, mes parents, mon père, il vient de Sétif, de la région d'El Olma. Donc, les terres d'Haïfa sont encore au nom d'Haïfa. Voilà. Mon père avait une propriété à El Olma. Il avait plus d'une trentaine d'hectares dans cette région. Et donc, voilà. Et du côté de mon grand-père maternel, c'était Taïeb Ben Hassed, lui de Moustaqadem, Oran, donc l'ouest algérien. Et votre père, il vous a raconté quand il est arrivé ici, pourquoi vous l'envoyez ici? Mon père n'a pas raconté parce que mon père est mort, j'avais 6 ans et demi. Donc voilà, j'avais 6 ans et demi. Ce que l'on a su de notre père, c'est nous qui sommes allés chercher en Algérie. Parce que ma mère, ça a été le silence le plus complet. Ma mère était parfaitement au courant pourquoi mon père était venu ici. Mais mes parents, c'était l'époque du non-dit. On ne dit pas, peut-être préserver, peut-être nous éviter des souffrances, mais c'était vraiment c'était le non-dit. Et lorsque je suis allé en Algérie, j'ai rencontré beaucoup d'anciens, on va dire des vieux, parce que aujourd'hui, moi, je suis dans cela. Bon, beaucoup de personnes âgées, des gens de 80, 85 ans, 90 ans, dans la tradition orale, qui disait, c'est que mon père avait été condamné par défaut. Et même il savait que mon père avait eu des différends avec l'armée, et que l'armée avait coupé intérêt de mon père, que l'armée avait démoli le moulin qui servait à fabriquer la farine d'orge, la farine de blé, et que l'armée avait démoli le moulin qu'il avait reconstruit. Et donc ces personnes âgées, ça, on les a rencontrées en 2006 avec mes deux frères aînés. On les a rencontrés longuement puisqu'on a resté plus d'un mois en Algérie. C'était votre première fois en Algérie? Vous étiez allé avant? Je suis allé en 1986 en Algérie et c'est à partir de là que je me suis posé beaucoup de questions sur la condamnation de mon père. Mais, vous pensez que c'était une fausse condamnation? C'était oui, une excuse? Oui, parce que on n'avait pas eu, et surtout que mon père, il y a énormément de lettres de mon grand-père paternel, de sa femme, plus tard de sa fille, parce que mon père était marié à une fille qui est restée orpheline avec les 1400 enfants qui sont restés orphelins en Algérie. Parce que ça aussi, on n'en parle jamais. Il y a quand même 1400 orphelins qui sont restés, dont les parents ont été condamnés à l'exil et dont les pères n'ont jamais revu leurs enfants. Oui, c'est ça. Donc, en 1986, j'ai fait un voyage en Algérie. C'était un groupe de 13 personnes d'Algériens, descendants d'Algériens de Nouvelle-Calédonie, dont un grand nombre de première génération. Et j'avais, pendant notre séjour, arrivé à Sétif, le Walid Sétif, donc le président de la région de Sétif, avait souhaité me rencontrer. Et donc, j'avais eu une rencontre avec, parce que ce qu'il voulait, c'était traiter un problème de terre qui avait été occupé et sur lequel avait été construite une ville. C'est ce fameux terrain sur lequel l'armée s'était installée. Et donc, effectivement, nous ici, nous étions les porteurs de la génération, l'Haïfa Ben Saïd. Donc, c'était nous les héritiers. Nous étions les porteurs les porteurs de la génération en Algérie. Donc vous voulez dire que votre terre, elle avait été spoliée par l'armée française, elle avait été récupérée de façon... ces 7 hectares et demi avaient été spoliés. Ensuite, il y a une ville qui s'est construite. Et puis, à un moment donné, ils ont trouvé dans le cadastre que ces terrains-là n'appartenaient pas à l'État algérien, ils appartenaient à un propriétaire qui s'appelait Haïfa Ben Saïd. Et donc, en 1986, donc, on a dû faire les démarches. Il a fallu que je revienne ici. Il a fallu que mes frères et sœurs me fassent une attestation, enfin une procuration pour que je signe le transfert à l'État algérien. Et
dans cette région, il existe un lotissement qui s'appelle lotissement Haïfa. Et il y a de la famille, la famille qui reste, c'est des petits-neveux. Donc finalement, vous avez récupéré. Alors, récupérer, c'est-à-dire Plus ou moins. qu'on devenait propriétaire dans un pays que l'on ne connaissait pas, que l'on découvrait, mais on avait une grande famille. C'est-à-dire que la famille, c'est une tribu. Trop C'est grande, pas, la famille c'est- algérienne. Voilà, c'est la famille algérienne. C'était quand on va en 2004, 2005, quand on va à Elma, c'est pas une famille, c'est une tribu. C'est 150, 200 personnes. Les familles algériennes, voilà. Donc, Parce qu'il y avait une tribu kanak ici. Voilà, il y avait 3 générations à rassembler. Ouais. Dont nous, les porteurs de la génération. Ouais. Quelle histoire incroyable quand même. Et vous alors, cette mémoire de l'Algérie, vous continuez à l'entretenir ici, Eh ben, en oui, Nouvelle-Calédonie? oui, mais bien sûr, non, mais alors moi, là, bon, mes enfants, en grande partie à l'exception de l'un, n'est pas venu en Algérie, mais tous mes enfants sont venus en Algérie. Voilà, donc l'Algérie, maintenant les terres nous appartenant, elles ont été transférées à la famille algérienne en leur précisant fortement qu'elles devaient rester terre Haïfa al-Haïfa Ben Saïd. Donc le prénom de mon père. Ah, quand même. Et ici, il y a combien d'Algériens, de descendants d'Algériens? Difficile à chiffrer peut-être. Si je dis 15 000, c'est certainement un chiffre en dessous de la réalité. Certaines personnes disent ça peut être 25-30 000. Il y a beaucoup de descendances. Il y a les descendances connues, reconnues, puis il y a les descendances inconnues. Oui. Pourquoi inconnues? Parce qu'on a un grand nombre d'Algériens qui n'ont pas trouvé de femme. Il n'y avait pas de femme algérienne. Et ouais, comment ils ont fait? Il n'y a pas de femme algérienne. Il y a eu des exceptions comme la mienne. Ouais. Mon grand-père était grand-père maternel. Et la mère de ma mère était une réunionnaise. Donc voilà, il y a eu métissage. Il y a eu des métissages avec les Kanaks. Il y a eu des métissages avec les Blancs. Il y a eu des métissages avec les Indonésiens. Tout s'est Il y a mélangé. eu énormément de métissages dont il n'y a pas eu de reconnaissance des enfants. Mais on a réussi à un moment donné, avec l'exposition Calédonie, donc en 2011, qui s'est faite à l'Institut du monde arabe, ensuite en 2012 ici, de faire, je dirais, réagir les descendants d'Arabes, Kanaks, donc de statut de droit particulier, de revendiquer qu'ils avaient du sang arabe. Ils le savaient, mais... Ils le savaient, mais on était encore dans le non-dit. Donc vous, alors, votre histoire, elle est particulière parce que vous avez été maire de cette ville. Alors, moi, mon histoire est particulière. Et puis bon, là, ça me gêne un petit peu de dire que le premier maire des 33 000 communes à l'époque de France et de Navarre, arabe algérien, c'est moi, hein. Oh là là, Mabrouk Ali. 1977. Super. 1977. Hein. En 1977, vous pouvez rechercher dans l'histoire de la France. Bon, ça, effectivement, c'est ce que des fois je dis, c'est un petit peu une revanche sur l'histoire. Le bico, c'est comme ça qu'on nous appelait, le bico, les descendants de chapeau de paille, à un moment donné, eh bien, ils arrivent à tenir des postes de responsabilité syndicale, politique, parce qu'avant d'être maire en 1977, j'étais déjà élu à l'Assemblée territoriale, ce qui est le congrès du territoire, le Parlement de la Calédonie, en 1967. Et dans les années, fin des années 70, j'ai été à 5 reprises président de cette assemblée. Et en 1977, j'étais maire jusqu'en 2001, et de 2008 à 2014. Et en 2014, j'ai dit maintenant, tu es trop vieux, tu dégages, laisse la place aux jeunes. Président de quelle assemblée, pour qu'on comprenne bien? Vous avez été président de quelle assemblée? Eh bien, de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle aujourd'hui le Congrès de Nouvelle-Calédonie.
donc un rôle très important. Un rôle important, oui, ben, de toute façon, les rôles sont importants quand on travaille en équipe. Hein. Ah, c'est bien dit, ça c'est de la politique. Et donc vous, aujourd'hui, vous pensez quand même que les Algériens de Nouvelle-Calédonie, ils sont assimilés, ils sont reconnus comme des personnes de Nouvelle-Calédonie, avec ce métissage, enfin, ils sont acceptés Alors, ce métissage, c'est vrai que quand on accueille des Algériens à Tontouta qui arrive, une délégation d'Algériens qui arrive à Tontouta, et puis que c'est un grand noir qui vient les accueillir, les gens ils disent qu'est-ce qu'il y a d'Algérien celui-là. Bon, mais oui, il s'appelle, sa maman elle s'appelait Mistoura, Ahmed Mistoura, le père de maman, qui venait aussi de Sétif. Bon, le métissage a fait son œuvre, mais bon, malgré le métissage, il y a une revendication d'appartenance d'Algérie et je dirais des Algériens, descendants d'Algériens. Et là, en ce moment, à l'université, il y a l'exposition justement sur les Algériens. Il y en a produite en 2011 à l'Institut du Monde Arabe, en 2012 ici en Calédonie, en 2013, cette exposition a été à Alger dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance d'Algérie. Très bien. Voilà. Et vous avez été maire d'une ville, est-ce qu'on peut donner le nom, où il y a quand même pas mal de descendants d'Algériens, je crois. Bourail. Oui, c'est ça, Oui. parce qu'on n'a pas dit que vous étiez maire de Bourail, Bourail, n'a pas prononcé. oui, mais non, mais Bourail, pourquoi? Parce que tout simplement qu'il y avait un pénitencier à Bourail, Oui. et que grand nombre d'Algériens ont été installés sur des terres, à Nessagnou, à Bouguenne, un peu partout dans la commune de Bourail. Donc il est vrai que Bourail, ça a été un peu le berceau, je dirais, de l'installation des Algériens. Ensuite beaucoup sont partis, sont partis ailleurs, sont partis faire du commerce, faire de la navigation des mines et ailleurs. Tous les Algériens ne sont pas restés Bien sûr. à Bourail à faire de l'agriculture et de l'élevage. Et Bourail, c'est une petite ville, une grande ville, on se rend pas compte. Non, c'est 6 000 habitants. 6 000 habitants, mais quand même, avec encore pas C'est mal. 6 000 habitants, mais c'est 785 km². D'accord. C'est-à-dire que c'est pas la dimension des communes de métropole. Hein. C'est énorme les communes ici. Et donc l'Algérie, vous y allez encore de temps en temps? Comment ça se passe? Oui, je suis allé plusieurs fois en Algérie, plus d'une dizaine de fois. Et là, j'y suis retourné en 2025. Parce qu'en 2021, l'État algérien a fait édifier une stèle justement en l'honneur des 2106 Algériens transportés en Nouvelle-Calédonie. Et cette stèle, on n'a pas pu aller assister à l'inauguration parce que c'était la pleine période de Covid. Et on devait y aller en 2024 à 5 ou 6. Et puis les événements de 2024 nous ont carrément interdit, on s'est interdit soi-même de partir à un moment donné. On devait partir au mois de septembre, de partir en Algérie, faire du tourisme pendant 15 jours, pendant que le territoire ici était dans une situation catastrophique sociale. Donc on a reporté, on est allé en 2025, en mai 2025, et en lieu d'être 5, on était plus contents. Et on a fait donc un voyage, un peu un pèlerinage. Pour moi, c'est un pèlerinage parce que je me suis dit c'est la dernière fois que je fais un aussi long voyage. Mais c'est toujours la dernière fois. Comme me disaient les amis d'Algériens, le Vassaï de lui, c'est pas la dernière fois, tu vas revenir. Mais je dis bon, c'est long le voyage. Ouais, c'est sûr, de Nouvelle-Calédonie. Donc on a fait une semaine extraordinaire. Ici de la Stèle. Elle est où cette stèle, pardon? Elle est au-dessus du port d'Alger. J'irai la voir. Le port d'Alger. Promis, j'irai la voir, je vais aller en C'est septembre. intéressant, mais ce qu'il faut aller, c'est au quai numéro 5. C'est le quai de départ de nos ancêtres. De ce quai numéro 5. Donc voilà. Donc on a fait ça, on a fait Sétif, on est resté à Sétif. Moi j'ai passé famille. Après, on a fait Bisma, on a fait Tolga, et donc voilà, on est rentré sur Alger. On a fait un périple qui nous a ramené sur des lieux où justement il y avait eu des Algériens condamnés en grand nombre dans la région de Tolga, par exemple, Saba,
France. Et justement, d'après vos recherches, est-ce que ces Algériens qui finalement étaient envoyés en exil, est-ce que souvent c'était des vraies accusations ou c'était plutôt des prétextes? Il y a eu les deux. Oui. Je pense qu'il y a eu les deux. Oui. Il y a eu les deux parce que, bon, on se rend compte que une grande partie des gens venaient de Sétif. Mhm. Voilà, venaient de l'Est algérien, Constantine, Sétif. À l'époque, c'est Constantine, c'est le département de Constantine. On se rend compte d'une chose, c'est que c'est le plus grand nombre de condamnés venait de là. Et quand on sait que c'est quand même un lieu de revendication et de révolte, hein, bon, quand on revient de la guerre en 1945 et puis quand on manifeste une promesse, qu'on manifeste parce que l'État n'a pas tenu ses promesses d'autonomie et justement, et en plus de citoyenneté, donner la citoyenneté aux Algériens et qu'on a dû, que l'armée française a tué 50 000, les Algériens qui avaient des squads pour sauver la France. Voilà, la région Est, c'est quand même une région de révolutionnaires. Oui. Voilà. Donc on peut se poser la question légitimement. On peut se poser la question. Alors après, il y a eu des bandits de gros chemin, il ne faut pas se cacher. Bien sûr, il y a ça aussi. Il y a eu certainement moins de faussaires en Algérie qu'il y en a eu en France, mais à cette époque-là, les condamnés en France métropolitaine, c'est faussaires, rôles, beaucoup d'infanticides, ce qui n'apparaît pas dans les condamnations des Algériens. Et donc, vous, là, en tant que descendant d'Algériens, qu'est-ce que vous souhaiteriez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait? Peut-être il y a eu cette stèle, mais est-ce qu'il faudrait faire encore autre chose? Alors, cette stèle, elle est faite en Algérie? Non. Bon, il y a eu à un moment donné des gens qui disaient il faut réparation, puis tout. Il faut se construire. On s'est reconstruit. Aller à demander de réparation, ça serait pouvoir dire quoi? Eh bien, on achète le mal qu'on vous a fait. Et donc, on n'est pas, en une grande partie, on n'est pas pour ça. D'accord. Non. Il y a eu du mal, nos parents ont souffert. Nous, on doit assumer. Mon père a énormément souffert, c'est de ne pas revoir sa fille, de ne pas revoir sa femme, de ne pas revoir son père, de ne pas revoir sa mère, et surtout, de ne pas être enterré chez lui. Et c'est de ça qu'il a certainement le plus souffert. Parce que les gens qui regardent, qui nous écoutent, ils ne le savent peut-être pas, mais il y a un cimetière, monsieur le ici. Oui, il y a des agneaux. Donc là, ça peut dire. Voilà, et votre père est enterré là-bas? Mon père est enterré là-bas. Et moi, je serai enterré là-bas. Voilà, c'est clair. C'est décidé, non mais c'est décidé, le président de l'association des Arabes jeunes, il sait très bien, tous savent très bien, ma famille le sait, que moi je passerai pas, j'irai pas ailleurs. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup les gens le savent aussi, mais beaucoup de descendants d'Algériens qui sont à l'étranger, qui vont se faire enterrer en Algérie. Vous, votre choix d'être enterré en Nouvelle-Calédonie, c'est parce que vous vous sentez d'ici, finalement, c'est votre pays? Ben, on peut appartenir à l'Algérie, je dirais, de sens, sentimentalement, avoir des forts sentiments. Ce pays, il a aussi quelque chose pour nous. C'est un pays d'accueil. Pas la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est le pays où on a le plus souffert. Nos parents, mon père. Parlez d'ici. C'est un pays qui, bon, il a été obligé d'épouser. Il n'a pas eu le choix. Il n'est pas venu ici par choix comme je dis des fois aux Algériens, vous êtes allés en France, vous avez fait le choix. Ouais. Si vous êtes français, vous avez fait le choix, nous on n'a pas fait le choix. On n'a pas fait le choix. C'est l'abolition de l'indigénat, c'est la reconnaissance de la citoyenneté française en 1946 qui fait que les Algériens ou les Kanaks ici deviennent français, citoyens français. Mon père est mort, il n'était pas citoyen français. Il est mort en 1945, il n'était pas citoyen français, c'était un indigène. Donc ça, nous, on le porte aussi. Et moi, mon père est au cimetière de Nessadiou. Moi, c'est mon lieu, donc j'aime l'Algérie.
vraiment, la famille en Algérie, on a fait en sorte avec mes deux frères, qui étaient vivants, que les terrains de mon père restent à Haïfa, dans la région de El Olma. On a replanté des arbres. Et mon père avait planté des arbres, ces arbres sont morts au fil du temps. Moi, je les ai connus, j'ai connu les trois. Quand on est allé avec mes frères, il n'en restait plus que deux en 2006. Et quand j'y suis retourné en 2014, il en restait plus qu'un. Et quand je suis retourné plus tard, eh bien, il n'y en avait plus. Mais on avait replanté, c'est-à-dire que les racines, Haïfa, Ben Saïd, ses fils, ont replanté, où leur père avait planté les arbres, et c'est la plantation que j'ai su. Merci Taïeb, merci Jean-Pierre, c'était un plaisir de vous avoir. Alors voilà, moi Jean-Pierre, comment c'est venu, c'est que Oui, précisons. le problème était que à l'enseignement public, soi-disant enseignement de la République, eh bien on était, quand on rentre de Bogen après la mort de mon père, on rentre vers le village de Bouraille, parce que ma mère a trouvé du travail, elle était restée, après la mort de mon père, elle était restée 1945 à 1949. Sur la propriété. Et à l'époque, il n'y avait pas d'allocation familiale, il n'y avait rien. Donc c'était difficile pour une femme de travailler avec des bœufs à la charrue sur les champs. Il n'y avait pas de tracteur à l'époque. Hein. Voilà. Donc on rentre à Bouraille et on va à l'école publique. À l'école publique, on se faisait tabasser par les autres gosses. Et l'école publique, elle accueillait à l'époque les enfants de gendarmes, les enfants de militaires, les enfants de juges, les enfants de greffiers, de médecins et autres. Et on était de colons libres, nous, on était très mal vus. Et ma mère l'a appris, parce qu'on ne disait rien. Hein. On ne disait rien, on se faisait taper, mais on ne disait rien. Ma mère l'a appris. Et donc, elle a décidé d'aller vers l'école privée, les écoles privées. Et là, on oblige, pour pouvoir aller à l'école, de porter un prénom chrétien. C'est comme ça que Jean-Pierre, il n'y a pas de Jean-Pierre, elle est assis. D'accord. Voilà. C'est Haïfa Ben Saïd, Taïeb. Votre prénom Taïeb, Laïfa Ben Saïd. Ok, merci beaucoup, Laïfa. Et Ben Saïd, je vous remercie. Et puis bravo pour tout ça, c'est vrai que ça donne de l'espoir quand même pour les futures générations, je trouve. Oui, puis, que la mémoire reste. Puis on perdure rien. Oui, c'est très important. On a nos sandaka au cimetière, quand il y a les morts, il y a ouais, bien sûr. Bon, et comme autre site musulman, finalement, il y a le cimetière. Il y a d'autres choses à voir, peut-être? Il y a le musée. Le musée. Le musée de Bouraille, il est intéressant parce qu'il y a une partie muséographique au Canal, il y a une partie colon, il y a une petite partie algérienne. D'accord. Et puis jusqu'à il y a quelques années, c'était le seul musée où il y avait une guillotine à l'intérieur. Maintenant, il y en a plusieurs. Ouais, bon. Bon, merci beaucoup, Taïeb. La guillotine, elle fait partie de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Bon. Oui, c'est comme ça. Bon, voilà. Merci beaucoup, Taïeb. C'était un plaisir. Non, mais je vous donnerai un livre calédonien. Ça reprend partiellement l'exposition. Super, je regarderai ça. Merci, Taïeb. À une prochaine fois. Bye bye.